Je vous propose qu'on démarre et nous allons tout de suite entamer cette présentation donc, qui est dédiée au potentiel des données clients en lien avec nos sujets RGPD, puisque là, nous sommes deux sociétés représentées qui sont Datasulting et DPO Consulting Sud-Est. Et on a décidé de s'associer sur ce webinaire, puisque en fait, on a toujours tendance à présenter ces sujets de valorisation des données et de RGPD de manière séparée. D'un côté, ceux qui produisent et qui travaillent ces données, qui sont donc de notre côté Datasulting, et de l'autre côté, ceux qui traitent les sujets réglementaires, et en l'occurrence, c'est DPO Consulting aujourd'hui qui en parlera. Donc, nous, la question qu'on a voulu vous poser et qu'on se pose également, c'est est-ce que le RGPD est une opportunité ou un casse-tête pour tous ceux qui veulent mener à bien leur projet utilisant la donnée client? C'est justement à cette question qu'on va chercher à répondre aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite par la présentation des différents intervenants. Donc, je me présenterai rapidement et j'introduirai qui est Datasulting. Donc, je suis le président de la société Datasulting qui est basée à Montpellier, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse, le traitement et la valorisation des données au service de la performance des entreprises. Donc, on intervient sur pas mal de thématiques et notamment marketing. Et c'est justement sur ces aspects-là qu'on va creuser aujourd'hui, donc notamment la connaissance client au travers des outils de CRM, mais pas que. J'introduirai également Yann, qui va être notre principal intervenant et qui est aussi associé chez Datasulting et qui est un spécialiste de la donnée et qui travaille sur justement l'exploration des données et comment la mettre à profit de nos clients. Et je donnerai tout de suite la main à Sylvain et Céline qui vont vous parler de DPO Consulting Sud-Est et qui du coup, vont pouvoir dévoiler un peu plus quel va être le sujet de leur intervention. Bonjour à tous. Merci Gaël pour cette introduction. En effet, je représente la filiale sud-est du groupe DPO Consulting. C'est un groupe qui traite toutes les questions de la protection des données à caractère personnel, que ce soit en termes d'audit, programme, accompagnement, formation, mais aussi mise en œuvre, déploiement d'outils de pilotage. On est éditeur aussi de la solution MyDPO. Voilà, on intervient sur tous les secteurs d'activité, de toute taille d'entreprise et plus spécifiquement sur le Sud-Est. On est ravis de lancer ce premier webinaire avec Datasulting qui fait écho aux démarches qui ont déjà été lancées sur la zone Sud-Ouest, notamment parce qu'on croit dans ce rapprochement essentiel entre les éléments de valorisation de données et les éléments de protection. Voilà, et donc nous, on intervient sur différents secteurs d'activité qui vont du médical, les bailleurs sociaux, on travaille dans le monde du sport professionnel, dans le monde du transport, bref, on travaille sur tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise, et on cherche à les accompagner au mieux pour préparer et déployer ce qu'on appelle des programmes de mise en conformité, c'est-à-dire aider toutes les parties prenantes à la protection des données à caractère personnel à intégrer les éléments de conformité dont on évoque souvent le règlement général sur la protection des données, mais aussi la loi informatique et liberté, puis les décrets et les réglementations plus propres à certains secteurs d'activité. Je suis ravi d'être avec Céline, qui est la consultante principale de notre cabinet et qui va animer du coup la discussion lors de ce webinaire. Voilà, je veux dire un petit mot. Non, voilà. Du coup, on est pendant 1h30 ensemble. Je vais te repasser la main, Gaël. Et puis, de toute façon, on essaiera de développer une certaine interactivité malgré le fait qu'on utilise des outils de visioconférence de façon à répondre au fil de l'eau à vos questions. Et on a essayé de vous préparer, mais tu vas bien sûr l'expliquer plus en détail que moi, un partage de connaissances sur les fondamentaux et cette grille de lecture nécessaire qu'on doit tous avoir pour pouvoir comprendre les enjeux et les contraintes, mais aussi les potentialités offertes par cette réglementation. Et après, on va orienter cette discussion sur plus une mise en perspective au travers de cas pratiques qui ont été sélectionnés conjointement avec Datasulting. Très bien, merci beaucoup. Bon, effectivement, on nous fait une petite remarque sur les mails et les petits couacs et les numéros de téléphone. On vous retransmettra les bonnes coordonnées. Dans tous les cas, pour Gaël et Yann, c'est le nom plus le prénom. Et les numéros de téléphone, je vous retransmettrai également ça, puisque effectivement, ils n'ont pas été mis à jour. Merci pour la remarque.
Et là, ce n'est pas un problème de data pour répondre à Arnaud, c'est un problème humain, clairement humain. Non, mais pourtant, on a revu la présentation, mais comme quoi on est passé à côté. Comme quoi, on n'avait pas d'IA pour vérifier ce genre de choses. Quelquefois, il faut revenir aux bases. Donc, simplement, avant de démarrer le webinaire, on va revenir sur les règles. Si vos micros sont coupés, c'est normal. On est à un certain nombre de personnes. Donc, on préfère vous poser vos questions au travers du fil d'échange de conversation de Zoom. Donc, je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais vous avez en haut de votre écran ou en bas de votre écran un moyen de converser directement et vous choisissez de nous envoyer un message qu'on préfère partager avec l'ensemble de l'audience pour qu'il n'y ait pas de questions cachées, entre guillemets. Et si vous avez des questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas à nous contacter en direct. De toute façon, on vous retransmettra nos coordonnées à la fin de la présentation. Et dernier point qu'on souhaitait voir aussi avec vous, c'est toute la partie liée aux questions. Donc là, vous allez poser un certain nombre de questions. Un certain nombre, on pourra y répondre en direct. D'autres, on préférera les garder, les rassembler pour la fin de la présentation. Donc ça, c'est moi qui aurai ce rôle-là et qui vais donc prendre la décision de répondre tout de suite ou pas et de donner la main aux intervenants qui peuvent y répondre. Et dernier point, ce support et l'enregistrement qui est fait de ce webinaire pourront vous être partagés à la fin de notre intervention sur simple demande. Donc, le support, ça peut être transmis assez rapidement et la vidéo, à partir du moment où elle aura été enregistrée et préparée de notre côté pour qu'elle soit proposée en mode replay. Voilà, on va pouvoir passer aux hostilités. Alors simplement, avant de démarrer nos réflexions, on a voulu revenir sur les enjeux qui peuvent être liés à la valorisation des données à l'heure actuelle. On a simplement fait un petit retour sur la valorisation actuelle de nos chers GAFA, qui représentent environ 6 500 milliards de dollars, chose négligeable. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des GAFA, mais la donnée, elle est partout. Et de plus en plus d'entreprises s'y intéressent, que ce soit au travers du travail des données, de leurs propres données d'entreprise, mais également des données qui circulent sur le web. Et donc, il y a un grand nombre d'usages qui sont développés autour de l'exploitation de ces données. Et d'autre part, on a aussi vu dans les dernières années une évolution assez forte des technologies, moins d'y accéder et surtout une tarification qui s'est cassée la figure par rapport aux moyens technologiques qui nous sont donnés. Donc, en gros, aujourd'hui, on a une vraie opportunité de développement de cas d'usage autour de l'exploitation des données. Tout devient possible, oui, mais attention, quand on dit tout devient possible, si c'est mis entre de mauvaises mains ou mal exploité, on peut avoir des problèmes dans cette exploitation des données, d'où l'intérêt du RGPD et de ce qui a pu être proposé au travers de ce règlement, qui va permettre d'être plus transparent avec le consommateur, mais également de responsabiliser ceux qui la collectent, qui l'analysent et qui la traitent au service des besoins de leurs clients. Donc là, simplement, pour revenir sur le programme, on a fixé un programme jusqu'à 12h30, sachant qu'on a une bonne heure en ce que je vais appeler de descendant, donc avec une partie qu'on va vous dérouler, avec une introduction un peu théorique sur les aspects RGPD que vous partagerons DPO Consulting, pour revenir sur justement les éléments essentiels et structurants à notre réflexion. Et puis, on vous partagera côté Data Consulting des cas d'usage sur lesquels on a pu travailler ou sur lesquels on est confronté, qui donneront aussi un peu de relief à cette présentation et vraiment rentrer, comme on dirait, dans le dur, sur des cas très concrets. Et puis, bien entendu, on vous donnera la possibilité de vous exprimer, alors au travers de notre petit chat, et d'exposer vos questions, vos problématiques un peu plus spécifiques pour qu'on puisse échanger. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, bien entendu, on vous donnera la possibilité d'échanger à un autre moment. Alors, je voulais vous proposer de commencer par un petit sondage. Donc, c'est un test en live, donc j'espère qu'il va fonctionner. Je vous proposerai de répondre à ces petites questions qui vont nous permettre déjà de bien comprendre où vous en êtes et si vous utilisez des outils de CRM et où vous en êtes sur vos pratiques de la donnée client, pour que ça nous permette aussi d'avoir une vision de qui est là et quels sont les différents profils. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est assez rapide normalement. Allez, on va quand même se laisser encore une quinzaine de secondes supplémentaires. On commence à répondre. Alors, c'est pas mal. Il y en a pas mal qui font des actions commerciales en fonction de la segmentation de leurs clients.
On n'a pas toujours ce genre de cas de figure. Le côté êtes-vous sûr de respecter le RGPD? Pour l'instant, on est à 50%, ça augmente. On n'est pas au-dessus des 50%. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'on connaît le potentiel de ses clients? Ça, c'est une vraie question. Là, pour l'instant, on est plutôt à un tiers de l'audience qui semble connaître le potentiel. Allez, je pense que si tout le monde a positionné ses réponses, on va mettre fin au vote. Allez, encore 3 secondes, je vois qu'il y a encore des réponses. Allez, on va arrêter là. Alors, on voit tout de suite les résultats en live. Pour l'interprétation, je demanderai à mes collègues éventuellement de commenter. Disposez-vous d'un outil pour suivre les interactions avec vos clients. Donc là, on semble avoir une audience qui majoritairement utilise quand même des outils. Malgré tout, il y en a encore qui restent sans outils. Ça dépendra bien entendu des profils. Je vois que Jérôme veut intervenir. Alors, par contre, pour donner la main. On ne voit pas les résultats, disons. Donc là, je partage les résultats. Alors, s'il y en a qui ne voient pas mon écran, est-ce que vous voyez mon écran? On ne voit pas. Nous, on a vu. Partagez les résultats. C'est peut-être pour ça. Voilà. Voilà, tout le monde voit. Super. Donc là, sur la première question, disposez-vous d'un outil pour suivre les interactions avec vos clients? Donc là, on en a 57% qui disposent effectivement d'un outil, 36% qui n'en ont pas. Segmentez-vous votre clientèle? Donc là, on a la moitié de l'audience qui a déclaré la suivre. Donc ça, bon, ça donne une première intention. Ensuite, personnalisez-vous vos actions commerciales marketing en fonction de cette segmentation. Donc là, on a 43%. C'est un sujet sur lequel on va revenir parce qu'on va beaucoup parler de connaissance client et de personnalisation des actions qui peuvent être menées en fonction de cette connaissance client. Donc, ça va être un sujet qu'on va développer. Connaissez-vous le potentiel de chacun de vos clients? Alors là, je vois que j'ai 5 répondants qui ont dit oui. Et après, on a une répartition sur non ou je ne sais pas. Donc, quand on dit je ne sais pas, c'est plutôt non, généralement. Donc, ça va être intéressant de creuser cet aspect de valorisation du potentiel de nos clients. Et puis, êtes-vous sûr de respecter le RGPD? Donc là, on a plutôt des bons élèves. Alors, ça dépendra peut-être de l'audience aussi, puisque là, en majorité, on est quand même globalement dans une logique ou dans une compréhension du RGPD. Voilà, on va arrêter pour le petit sondage. Gaël, sur le RGPD, je pense qu'on est bien au-dessus quand même des chiffres qu'on constate régulièrement chez dans nos prospections ou dans nos interactions. Ok, je te laisserai développer juste après, justement, pour revenir sur ces éléments du RGPD. Je te propose de prendre la main, Sylvain. Oui, alors rapidement, avant que… Ah oui, pardon, attendez, je prenne la main. Hop, voilà, je vais prendre la main. Justement, bon, merci Gaël pour tout ce que tu as déjà partagé avec nous. En effet, on avait voulu organiser ce webinaire parce qu'on a constaté qu'il y avait un manque de vision mutuelle entre la donnée, l'exploitation de la donnée et la protection de la donnée. Influencer des populations, influencer une audience, c'est évident qu'aujourd'hui, on peut le faire au travers de nombreux dispositifs commerciaux et marketing, avec l'avènement, comme vous le savez, des réseaux sociaux, des emails, de la possibilité d'interagir de manière beaucoup plus fréquente avec une audience, nécessite de connaître mieux cette audience. Pour connaître mieux cette audience, il faut pouvoir, j'essaie de passer le slide, il faut pouvoir renseigner, compiler, segmenter tout ce que Data Shooting va nous expliquer ce matin. Et par là, il y a très, très fréquemment des données personnelles. Donc, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne physique. Donc, la collecte et l'exploitation de ces données à caractère personnel nécessite le respect de la réglementation, le respect de protocoles. Et bon, je suis ravi de constater qu'au travers du sondage,
peut-être dans l'audience de ce webinaire, vous êtes beaucoup plus avancé que la moyenne, mais il y a une difficulté en effet qu'on constate au quotidien, c'est celle d'appréhender cette matière du règlement général sur la protection des données et de l'intégrer dans l'ensemble des processus de collecte et d'exploitation de données à caractère personnel. Donc, les actions commerciales et marketing se basent sur de la segmentation, sur une vision beaucoup plus fine d'une audience qui nécessite donc une collecte beaucoup plus intrusive de données à caractère personnel voilà, au travers des processus de marketing automation, des processus de gestion et d'interaction avec une audience. J'essaye de passer le slide. Donc, on va essayer maintenant de vous présenter, et pour certains, je pense d'entre vous, ce sera peut-être quelque chose qui est déjà maîtrisé, et on est obligé de partager avec vous cette grille de lecture qui sont les principes fondamentaux du RGPD, qui sont quand même basés sur deux grands éléments, c'est-à-dire le principe de responsabilité, d'accountability et le principe de transparence. On va essayer de partager cette grammaire, cette grille de lecture ensemble pour qu'on voit après dans quelle mesure, dans la mise en œuvre d'un dispositif de collecte, d'exploitation, de croisement d'informations et de vision, et avec parfois plusieurs acteurs qui sont dans cette boucle, dans ce processus, il faut toujours respecter ces principes fondamentaux et on va après les décliner dans les cas pratiques. Je passe la main à Céline qui va vous partager ces éléments fondamentaux. Il faut que tu... Attendez, on a un petit souci pour contrôler l'ordinateur de Gaël. Ah, ça y est. Ok. Alors, donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir déjà quels sont les grands principes du RGPD, parce qu'on parle de cette réglementation, mais qui peut paraître, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne la maîtrisent pas totalement, assez floue. Donc, elle est structurée par certains grands principes qu'il va falloir respecter tout au long de la réalisation d'un traitement de données à caractère personnel. Alors, le premier principe qui est vraiment fondamental, c'est celui de la licéité, loyauté et transparence du traitement. Alors, licéité, qu'est-ce que c'est? C'est déjà de réaliser un traitement de données avec une base légale. Il y en a plusieurs qui existent et on le verra dans les applications qui vont le plus vous concerner. Ce sera régulièrement le consentement, mais ce n'est pas une obligation. On reviendra là-dessus plus en détail. Il y a une question de transparence du traitement, c'est-à-dire de l'information. Avant de traiter des données à caractère personnel, vous avez l'obligation d'informer les personnes sur le traitement de données qui va être réalisé. Et donc, qui dit information, dit détermination en amont de finalité. Donc, avant de réaliser un traitement de données, il va falloir anticiper, penser à ce que vous allez vouloir faire avec la donnée pour pouvoir le déterminer et informer la personne. Donc, vous avez l'obligation de savoir par avance ce que vous allez faire de la donnée. C'est un des principes fondamentaux et qui va justement contraindre, on le verra par la suite, les exploitations que l'on pourra refaire de la donnée suite à sa collecte pour passer d'un contexte à un autre. Il manque un petit peu de fluidité de notre côté, hein, désolé. Alors ensuite, il y a un principe qui rejoint les autres, bien entendu, qui est celui de la minimisation des données. Minimiser les données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de collecter et d'exploiter que les données qui vont être strictement nécessaires à la réalisation du traitement de données. Ça veut dire qu'on sort un petit peu de cette pratique que l'on a pu voir avant le RGPD qui consistait à collecter en masse énormément de données sur une personne en se disant on verra plus tard ce qu'on va faire. Donc on voit tout de suite, ça va être contraire avec la détermination des finalités et l'information si on collecte beaucoup sans savoir quoi faire. Qui plus est, on crée un risque sur ces données. Point suivant, c'est celui de l'exactitude des données. Vous êtes dans l'obligation, dès lors que vous enrichissez une base de données, vous créez une base de données, vous l'enrichissez, de maintenir cette base de données à jour et d'avoir des données exactes. Principe numéro 5, celui de la limitation de la durée de conservation. Alors, ce qui est dit dans le règlement, c'est que vous allez devoir déterminer, quoi qu'il arrive,
une durée de conservation de la donnée. On ne peut conserver une donnée de manière illimitée, sauf besoin pour réaliser un traitement à des fins historiques, statistiques, archivistes. Mais quoi qu'il en soit, toute donnée réidentifiante, bien entendu, doit avoir une limite dans sa durée de conservation. On ne peut conserver la donnée pour une durée qui soit supérieure à la réalisation de la finalité. Donc, on va vraiment dans ce sens. Et enfin, on a une obligation, surtout, qui est celle de l'intégrité, la confidentialité des données. Vous avez un devoir de sécurisation de la donnée, un devoir… Et tu parles plus fort un petit peu. Ouais. Ok, pas de souci. Alors, on a un devoir de sécuriser la donnée, d'assurer sa confidentialité, son intégrité. On parle aussi de résilience de la donnée dans le règlement. C'est une des obligations qui est édictée par le RGPD. Donc, merci Céline pour partager ces principes fondamentaux qui sont peut-être faciles à appréhender, mais on voit bien qu'il y a une certaine homogénéité dans ces principes, tous sont liés. Et ça entraîne la nécessité dans la mise en place d'un processus marketing, d'un processus de segmentation, de penser ce processus dès l'origine de la création de la donnée. On doit penser le processus dès la création de la donnée pour en déterminer les finalités, déterminer les durées de conservation, s'assurer de l'exactitude des données. Donc, tout ça est lié, mais nécessite en effet de ne pas concevoir un dispositif marketing et après de prévoir par la suite le respect des exigences réglementaires. Donc, on va maintenant vous présenter les acteurs dans un processus de collecte et d'exploitation avec des sous-traitants, puisqu'il est très important de déterminer les acteurs qui sont dans un processus de collecte et d'exploitation parce qu'ils ont des responsabilités qui leur sont propres et qui doivent être définies par écrit. Donc, en premier lieu, l'acteur principal, ça va être le responsable de traitement. C'est l'entité, l'organisme, la personne qui va déterminer l'objectif du traitement de données, à savoir la finalité. Et il va mettre en œuvre les moyens pour réaliser ce traitement de données. L'autre personne, l'autre acteur dans un traitement de données, bien entendu, ça va être la personne concernée. C'est la personne dont on va traiter des données. Donc, pour traiter ces données, comme on l'a expliqué auparavant, on va l'informer et dans certains cas, dès lors que nous n'aurons pas d'autres bases légales, nous allons devoir recueillir au préalable un consentement à ce traitement de données. Ensuite vient le sous-traitant. Il est bien rare qu'on ait un responsable de traitement qui soit en mesure d'assurer un traitement de données sur sa globalité et très souvent, on va avoir recours à un sous-traitant. Ce sous-traitant, il va traiter au nom et pour le compte du responsable de traitement des données à caractère personnel. Il le fait, c'est très important, sur instruction documentée. Donc, il agit sous les instructions du responsable de traitement et pour ça, il est encadré contractuellement. Ça aussi, c'est une obligation réglementaire. Et ce sous-traitant peut faire appel… Oui. Le sous-traitant peut faire également appel à ce qu'on appelle un sous-traitant de second rang. On a une chaîne de sous-traitance. On imagine, on fait appel à un prestataire. Ce prestataire a besoin de faire appel à un hébergeur qui va être spécialisé dans son domaine d'activité. Ce sera un sous-traitant de second rang. Ce sous-traitant de second rang, il doit supporter également sa part de responsabilité, puisque c'est aussi un des grands points du règlement, c'est de rééquilibrer les responsabilités entre responsables de traitement et les différents sous-traitants qui agissent dans la chaîne du traitement. Et donc, ce sous-traitant de second rang, il va supporter les mêmes obligations que le sous-traitant numéro 1 et tout ça va être contrôlé par le responsable de traitement. Donc, c'est vraiment fondamental pour un responsable de traitement de bien savoir ce qu'il se passe du côté de son sous-traitant et de bien être en mesure de garder le contrôle sur son traitement de données, puisque, comme l'indique son nom, c'est lui qui, au final, malgré tout, est responsable vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Donc, nécessité de l'encadrer contractuellement et de le suivre. Donc, si on prend un cas assez simple d'un site de e-commerce, vous allez avoir le responsable de traitement, c'est-à-dire
l'entité qui cherche à vendre sur Internet. Vous allez avoir son sous-traitant qui va mettre en place un dispositif de site, de CRM, voilà, de dispositif technique pour concevoir le site Internet, donc qui est sous-traité auprès de cette entité. Et souvent, cette entité-là va elle-même faire appel à des freelances, faire appel à des entreprises pour assurer le développement du logiciel. Donc, la personne concernée doit être en capacité de pouvoir comprendre ce dispositif et on doit être en capacité de pouvoir encadrer contractuellement l'ensemble des responsabilités des acteurs. Ça, c'est vraiment un point très important et qui pose des vrais enjeux pour les entreprises aujourd'hui en termes de formalisation de contrats et en termes de répartition des responsabilités. Je vois des questions qui passent, mais on les traitera. Oui, alors moi, je vais les faire dans l'ordre, enfin, pas dans l'ordre, mais justement par rapport au sujet. Le responsable de traitement, est-ce que c'est une entité, donc personnalité morale, ou ça peut être une personne salariée? Alors, le responsable de traitement, ça va être celui qui est, enfin, c'est l'entreprise, ça va être la personne morale. Après, si vous êtes un individu, personne physique, ce sera l'individu, je sais pas, auto-entrepreneur qui aura cette qualité de responsable de traitement. Mais on ne va pas, sauf délégation de pouvoir vraiment spécifique dans les entreprises, ce qui est quand même assez rare sur ce sujet-là et qui nécessite un certain encadrement juridique. Le responsable de traitement sera l'entreprise. C'est une entreprise qui sera condamnée. Si vous lisez les condamnations de la CNIL, c'est une entreprise qui est condamnée. Ce n'est pas Monsieur Dupont qui est au service marketing. Parfait. Je vais revenir sur la question précédente de Jérôme, alors qui concernait plus la slide avant et qui rentre plus dans le concret, entre guillemets, sur les pénalités. Est-ce que vous avez une vision des pénalités infligées en 2020 pour le non-respect du RGPD? Ça, c'est la première question. Et si oui, quelles sont les principales raisons de ces amendes par rapport aux différents volets que vous avez déployés, les CIT, transparence, sécurisation? Alors, 2020, ce n'est pas la meilleure cuvée, en fait. Oui, je me doute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un Covid-19, mais voilà, qui a en effet figé un peu la capacité, je pense, d'instruction par l'ensemble des autorités de contrôle. Il y a bon nombre de dossiers qui sont en cours, dont les dossiers qui sont sur les épaules de l'autorité de contrôle irlandaise et qui s'attachent en effet à traiter les plaintes, mais aussi les questions de conformité des fameux GAFA qui ont très souvent choisi l'Irlande pour ses paysages et sa bonne bière et son dispositif fiscal particulièrement avantageux. Donc voilà, on a beaucoup de dossiers qui sont en cours d'instruction. Mais en effet, 2020, je pense que le Covid a mis un coup d'arrêt à la publication des sanctions. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas forcément de montant ou d'impact en 2020. Après, il y a peut-être une évolution parce que 2020 a été tronqué, mais pour autant, il y avait la fin 2019, début 2020, il y a peut-être des actions qui avaient déjà été… Alors, oui, il y a un point en fait sur lequel on peut revenir qui est marquant sur 2020, c'est la confirmation de la condamnation de Google, qui était la première condamnation par la CNIL en France à 50 millions d'euros. Et là, ce qui était reproché à Google, c'était un défaut de transparence, d'information, de collecte de consentement. Donc, on va dire que c'est la grosse condamnation. Après, c'est vrai que les autres sont beaucoup plus accessoires. Il y en a eu très peu déjà en 2019. Et elles sont pas, pour l'instant, elles ne sont pas dans des montants exceptionnels. Vraiment, hormis cette condamnation de Google qui, pour moi, est un peu à part. Il faut comprendre que l'autorité de contrôle n'est pas que dans un dispositif de sanction, mais d'accompagnement des acteurs, ce qu'on retrouve notamment dans les discussions qui sont avec l'IAB sur les cookies. Il y a une volonté véritablement d'avoir une autorité de contrôle maintenant qui accompagne des secteurs d'activité et qui les fait progresser en conformité, avec en effet une certaine tolérance sur la capacité qu'ont les acteurs en fonction de leur taille, de leur secteur d'activité, voilà, de leur sensibilité aussi au modèle économique de la donnée à caractère personnel, de façon à progressivement faire monter les sanctions. En fait, on n'est pas dans le principe d'accountability, la sanction arrive en dernier recours. Et beaucoup de sanctions CNIL des années 2017, 2018, 2019 venaient après une mise en demeure qui n'avait pas produit ses effets. C'est-à-dire que la CNIL faisait une mise en demeure de sécurisation d'un traitement, de ce traitement de collecte. Alors, on retrouve toujours les mêmes erreurs qui sont faites par des acteurs, c'est-à-dire pas de sécurisation des flux au sein de sites Internet, des URL qui portent des identifiants et qui permettent d'accéder à des informations confidentielles. Et il y avait véritablement des sanctions qu'à partir du moment où l'acteur ne se conformait pas aux exigences de la mise en demeure.
Donc, voilà, il faut bien comprendre que la sanction est vraiment un dernier recours, mais que les sanctions sont grandissantes et que, bien entendu, on n'avait jamais vu en France de sanctions de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, maintenant, on se situe quand même dans un dialogue, mais aussi dans la nécessité de sanctionner. Dernier élément, la nouvelle présidente de la CNIL a fait part, en effet, de sa volonté de passer de belles intentions à une approche un peu plus contraignante et donc dotée de plus de sanctions. Donc, c'est probablement quelque chose qui va impacter 2020-2021. Voilà, 2020 n'est pas significatif parce qu'avec le Covid, il faut avouer que tout s'est figé à partir de mi-mars. Okay. Je propose qu'on déroule. Du coup, il faut que je… Attendez. Ah oui, c'est ça. Donc, on va revenir sur la distinction que l'on peut faire dans un business entre B2B et le B2C, parce qu'il y a une vraie différence. En France, on bénéficie en fait d'une règle qui n'est pas écrite, qui est édictée par la CNIL sur la communication commerciale entre professionnels, où là, on va considérer qu'on n'a pas besoin de collecter un consentement dès lors que vous vous adressez entre deux professionnels à un autre professionnel qui va être susceptible d'être intéressé par vos produits, qui est un potentiel prospect. Donc là, vous n'allez pas avoir besoin de collecter au préalable son consentement. Typiquement, vous êtes sur un salon, vous collectez des cartes professionnelles parce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir, qui sont intéressées par vos produits, qui laissent leurs cartes. Bien évidemment, vous n'allez pas vous dire RGPD, je jette toutes les cartes parce que je n'ai pas de consentement. Vous les conservez, vous avez le droit de recontacter ces personnes. Je détaillerai un petit peu après les conditions. Pour les professionnels vis-à-vis des particuliers, en revanche, là, la situation est beaucoup plus stricte. Il va falloir collecter au préalable un consentement. Donc, le consentement, il a certaines caractéristiques. Il doit être libre, c'est-à-dire que la personne doit pouvoir consentir sans renoncer à d'autres droits par ailleurs. Il doit être spécifique, il doit être éclairé et il doit être univoque. Donc là, on revient encore sur un consentement éclairé donné en connaissance de cause. Vous savez exactement ce à quoi vous consentez, sur quelle finalité, de manière très claire. Donc, un consentement par finalité. C'est là aussi une difficulté qu'on peut rencontrer dans une approche opérationnelle, parce qu'on le verra par ailleurs, on va devoir faire cocher des cases. Donc ensuite… Gaël, vas-y, fais… Mais on peut avancer, il n'y a pas de souci. Tu peux faire avancer, je pense. En fait, il faut bien que vous compreniez, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette matière, que l'intérêt légitime et le consentement sont deux bases légales. Voilà. L'intérêt légitime se situe entre professionnels qui ont la capacité de contacter d'autres professionnels qui sont susceptibles d'être intéressés par leurs produits et services. Et le consentement, en effet, est un élément très important du règlement et nécessite une capacité, comme l'expliquait, de répondre à l'ensemble des éléments du consentement et pouvoir notamment le démontrer. Donc, c'est ça qui est complexe dans les protocoles qu'on va évoquer par la suite. C'est la capacité de démonstration du consentement et de la capacité qui est offerte à la personne de pouvoir le retirer aussi facilement que le consentement a été donné. Est-ce qu'on peut passer… Gaël, tu peux… Ouais. Ah. Parfait. Excusez-moi, il y a des problèmes de latence. Voilà. Donc, pour revenir sur des actions marketing dans le domaine B2B. Donc, comme on l'a dit, on peut prospecter auprès de personnes en B2B. Il y a quand même quelques points de vigilance. Le premier, c'est s'assurer que si vous achetez des bases de données, ou si vous les utilisez, si vous les louez, si vous les avez échangées avec un partenaire, vérifiez bien que les personnes ont été informées et ce, conformément aux dispositions du RGPD. Donc, ça veut dire quand même un certain nombre d'informations sur le traitement de données qui va être réalisé. Vous avez la nécessité de vous assurer de la qualité des données qui vont être fournies et traitées. Il est important aussi de pouvoir séparer les données qui sont achetées, louées et des données propres à votre propre société. Et enfin,
le partenaire avec lequel vous allez travailler dans la fourniture de bases de données doit être régi par un engagement contractuel. Et là, dans cet engagement, il va falloir vraiment le verrouiller sur ce respect de la réglementation et sur sa responsabilité si jamais après vous avez des personnes qui vous contactent et qui vous disent « je n'ai jamais demandé à être dans votre base de données, retirez-moi ». Peut-on contacter en première étape un particulier pour lequel on n'a pas de preuve du consentement? Ça tombe bien, on va parler du B2C. On va parler du B2C juste après. Ouais. Voilà, alors sur le B2C, on a quand même une différence. On a parlé du consentement des personnes. Donc, quand vous allez contacter des particuliers, justement, c'est la question qui nous est posée. Est-ce qu'on peut contacter un particulier comme ça sans son consentement? Je vais vous dire, ça dépend. Il y a deux situations. Soit ce particulier, vous l'avez déjà dans votre base de données parce que c'est un de vos clients et qu'il a déjà acheté des produits. Et là, dans ce cas, vous avez le droit de le contacter pour lui proposer des produits et services similaires à ceux qu'il a déjà acquis sans avoir son consentement. En revanche, pour les personnes que vous ne connaissez pas, vous devez avoir un consentement. Et donc quand vous allez acquérir une base de données, il va falloir vraiment s'assurer que cette collecte de consentement associée à une information conforme au RGPD a été réalisée. Voilà, je pense qu'on peut conclure cette phase un peu, en effet, importante de partage de connaissances académiques qui va nous permettre maintenant de dérouler les cas d'usage. Et je passe la main à nos confrères de Data Sulting. Merci Sylvain. Je redonne Normalement, c'est bon. Ah, c'est bon, ok. Oui, donc pour revenir sur l'aspect données, et nous on va revenir sur notre partie et qui est ce trésor entre guillemets qu'on va travailler, qui sont les données qu'on va associer au profilage de nos clients et l'identification. Donc nous on a différentes sources qu'on a voulu, et là on est revenu un petit peu sur un état des lieux de l'identification des données qui seront utiles à la définition de ces profils clients. Donc, une première source qui est importante, qui est le fameux CRM ou les fichiers clients, dans lequel on va retrouver un certain nombre d'informations qui peuvent être le nom, prénom, email, mais selon les métiers, selon le type de secteur qu'on va adresser, on va pouvoir compléter avec des informations beaucoup plus personnelles. C'est là où vient l'enjeu du traitement de ces données, qu'on va ensuite pouvoir potentiellement enrichir, qualifier, nettoyer à l'aide de données complémentaires qui peuvent être les données de l'entreprise. On peut avoir des informations sur l'ensemble des interactions qu'on a avec les différents services de l'entreprise. Imaginez une entreprise qui propose des services qui impliquent un SAV, une relation client, des interactions comptables. Toutes ces informations sont stockées et peuvent être associées au suivi et aux interactions qui sont associées avec ces clients. Donc ça, c'est des données complémentaires qui vont venir enrichir ces fameuses informations. Et puis, on pourra également retrouver des données qui sont disponibles sur le web et qui peuvent également venir enrichir cette connaissance client et enrichir les informations qui nous permettront par la suite de proposer des informations plus personnalisées qui correspondent à ces fameux comportements ou ces fameuses attentes des consommateurs et qui peuvent provenir de différentes sources, donc de l'open data, Yann en parlera juste après, mais également des avis clients, des tarifs concurrents, enfin des informations tarifaires ou des petites annonces qui vont venir alimenter cette information. Donc, ça, c'est des sources possibles. Techniquement, on peut faire beaucoup de choses, aller chercher des informations sur pas mal de sources. Après, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est comment je vais prendre en considération ces sources en prenant en considération cette volonté de transparence avec mon consommateur et donc faire les choses en l'intégrant entre guillemets dans la réflexion. Donc là, je vais redonner la main à Yann. Alors, juste un petit exemple, je ne vais pas vous effrayer avec le graphique, un petit exemple pour détailler ce que Gaël vient d'évoquer au sujet des open data. Dans le cadre de nos missions clients, nous réalisons régulièrement des modèles prédictifs ou de classification, comme par exemple de la recommandation de produits ou de la prévision de résiliation sur de l'assurance, par exemple. Et ces modèles sont alimentés par des données personnelles, évidemment, telles qu'elles ont été déclarées par leurs propriétaires, mais aussi par des open data qui viennent enrichir les données personnelles et qualifier bien plus précisément les enregistrements qu'on a. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du graphique présenté ici, il est juste pour illustration. Il s'agit simplement de la présentation des facteurs explicatifs les plus pertinents pour anticiper une résiliation d'assurance moto. Alors, c'est assez précis. Et là, on affiche les 25 attributs les plus pertinents. On traitait à l'origine environ 150 variables. Et qu'est-ce qu'on constate? Simplement que les variables les plus pertinentes pour notre modèle, alors, outre les données personnelles quasiment brutes et des données d'assurance, ce sont des open data
c'est celles qui sont pointées en orange, là, facteur géographique déduit du code postal. L'idée, c'est de déduire des caractéristiques liées à une personne à partir des données qu'elle a fournies. Et par exemple, on peut en déduire derrière un code postal un revenu moyen, des taux d'imposition, un taux de chômage moyen, des statistiques sur le vol, etc. Tout un tas de choses. Derrière une adresse email ou un numéro de téléphone, on peut récupérer encore mieux. Alors là, on sort un petit peu des open data, on rentre dans les données scrappées sur Internet dont Gaël parlait. Mais typiquement, en recherchant une adresse email ou un numéro de téléphone sur Internet, notamment sur des sites de petites annonces, on peut qualifier assez précisément la catégorie socio-pro de notre contact. Typiquement, je vais en citer un, Le Bon Coin. On a 18 millions de vendeurs chaque année sur Le Bon Coin. C'est un quart de la population française. Autant dire qu'on peut obtenir de bonnes informations là-dessus. Donc, autant de bonnes idées avec l'open data et le scrapping qui peuvent améliorer les performances des modèles prédictifs construits sur la seule base des données personnelles. Je proposerai à Sylvain de reprendre la main. Oui, alors merci. Bon, profilage est une vraie question, en effet, dont on a entendu avec Parcoursup, qui fait écho avec l'actualité. Donc, il faut en effet, en termes de profilage, le profilage, c'est bien sûr de la segmentation, du ciblage. Donc, c'est la capacité de pouvoir déterminer des ensembles de personnes et de les rattacher à des critères qui les définissent. Le profilage est un élément important. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai cru que j'avais perdu la main. Oui, voilà, c'est bon. Et du coup, ça pose des questions qui vont faire écho avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans les principes fondamentaux. C'est pareil, il faut expliquer que vous souhaitez que vous collectez certaines informations propres à profiler, donc à segmenter, à profiler les personnes. Il faut pouvoir disposer toujours dans la gestion des finalités, puisque c'est une des finalités qui peut être incluse dans la mise en place du processus de collecte et d'exploitation. Il va falloir en effet informer la personne, disposer de son autorisation quant au profilage en tant que tel. Il va falloir expliquer. Nous, on préconise en effet une assez grande transparence, puisque le profilage revient le terme revient assez régulièrement dans les attendus et dans les articles du règlement. Et il faut en effet pouvoir toujours démontrer l'obtention de ce consentement pour cette finalité de profilage. Voilà, qui permettent du coup à la personne de donner son consentement et le retirer facilement, et de collecter autant que ce possible des informations qui sont justes, de façon à ce que le profilage n'entraîne pas des discriminations. Alors, on pense assez facilement à Parcoursup. Si vous n'avez pas, si vos informations personnelles, vos notes ne sont pas correctement enregistrées dans Parcoursup, vous n'allez pas intégrer IEP Paris, mais peut-être un BTS à Tourcoing, ce qui peut créer des différences et des problématiques pour la personne physique, et donc un dommage potentiel. Et un des points sur le profilage aussi qu'on dit assez peu, c'est que quand vous savez qu'un traitement de données est fondé sur le profilage, vous avez le droit de vous y opposer et de demander une intervention humaine, et que ce ne soit pas un algorithme qui décide pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit peut-être assez peu, et on ne sait pas toujours qu'on peut exercer ce droit. Et sur Parcoursup, la CNIL avait en effet demandé à une plus forte transparence des éléments et des critères qui étaient induits par le profilage, de façon à ce que les personnes concernées puissent être informées des conséquences du profilage. Et on travaille aussi plus particulièrement dans les dispositifs d'intelligence artificielle qui peuvent entraîner des profilages au travers de ces dispositifs. Et ça pose des vraies questions de protection des données. Je vous invite à poursuivre la conversation en dehors de ce webinaire, parce que cela risque de nous entraîner en dehors des limites et des contraintes du temps qui nous est alloué. Je repasse la main du coup à Gaël pour parler maintenant des cas d'usage. Très bien, je te remercie Sylvain. Donc simplement pour revenir sur ces fameux cas d'usage, alors on va faire un focus sur un cas qu'on a rencontré qui est un peu complexe puisqu'il est B2B2C. Et là simplement je voulais faire un aperçu des différents types de cas qu'on peut adresser à l'aide des données, et notamment des données personnelles. Typiquement là, détecter si des clients sont à la recherche d'un bien immobilier. Il y a beaucoup de choses qui sont à traiter, des informations qui peuvent être collectées à la fois sur le web et dans les entreprises pour analyser les comportements, les anticiper et arriver à détecter ce type de comportement.
Et donc ça, on en a pléthore, quels que soient les secteurs d'activité. Là, on est dans le secteur bancaire, mais on se retrouve dans le secteur du B2B avec des éditeurs logiciels qui, eux, souhaitent, au travers d'une meilleure connaissance de leurs données, affiner leurs marges et de leurs données qui peuvent être des données utilisateurs, des utilisateurs de leur propre logiciel, pour savoir comment ils consomment le logiciel, qui utilise le logiciel, à quel moment, etc. On a également des assureurs qui se posent des questions sur la fuite, entre guillemets, ou la perte des abonnés par des résiliations et qui souhaitent anticiper et contrer un petit peu ces fuites, donc ce fameux churn d'abonnés qui pourraient quitter leur assurance. Et donc, analyser ce type de comportement, encore une fois, au travers des données qui les concernent pour pouvoir proposer des démarches marketing et commerciales adaptées. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur un sujet qui est dans un office de tourisme qui aujourd'hui a un enjeu majeur qui est de transformer des visiteurs professionnels, donc dans un cadre d'affaires, qui viennent visiter leur ville et qui donc consomment les différents services tels que les hôtels, tels que les restaurants, etc. et qu'ils souhaitent faire revenir dans un cadre familial, donc dans un cadre touristique, pour quelque part développer le tourisme sur leur commune. Et donc, Yann va pouvoir vous présenter ce cas d'usage qui est assez intéressant parce qu'il a ce double aspect B2B2C, donc il est aussi complexe en termes de RGPD puisqu'il faut fédérer différents types d'acteurs autour de cette démarche de connaissance client. Yann, je te laisse la main. Alors, moi, j'espère que je ne vais pas trop vous effrayer avec ce cas. Et comme l'a dit Gaël, il est sympa. C'est simplement pour vous présenter ce qu'il est possible de faire en croisant les données, en respectant le RGPD et ce qu'on peut tirer de ce croisement des données. Donc, je vais parler d'un office de tourisme qui a pour objectif de ramener plus 30% de visite par rapport à aujourd'hui en 5 ans. Et ça s'organise. Actuellement, cet office de tourisme, il n'avait pas de personnalisation de sa relation client, des règles de ciblage assez complexes, pas de vision sur les résultats de sa politique marketing. Donc, les objectifs de cet office de tourisme, mieux connaître les personnes qui viennent dans la ville, personnaliser la stratégie marketing par le biais de cette meilleure connaissance et démontrer la pertinence de cette démarche à ses partenaires. Donc, en termes de partenaires, on parle de musées, on parle de restaurants, d'attractions, d'hôtels, de stades, voilà, tous les acteurs de l'écosystème touristique. Et ce qui a été mis en œuvre pour cet office de tourisme comme plan d'action, ça a été une étude vision client 360 par l'analyse des caractéristiques des visiteurs, la définition de plan d'action marketing personnalisé, et puis derrière ça, une architecture data qui permet d'adresser tous ces cas-là. Je vais passer au slide suivant pour expliquer un petit peu. Alors, c'est un cycle d'animation d'une base prospect assez classique, somme toute. La spécificité, c'est juste que les prospects ou les contacts proviennent de différentes sources. De l'office de tourisme, bien sûr, via le site internet ou par la vente de CityPass qui permet d'accéder à différentes attractions ou sites culturels dans la ville, mais aussi par le biais de hotspots Wi-Fi ou de bornes photos qui nécessitent la saisie de coordonnées. Et puis transmettent également leurs données de contact, les musées, les hôtels, les stades, les restaurants, tous les partenaires de l'office de tourisme dans le cadre du montage de ce système. Et c'est la multiplicité des informations qu'on va croiser qui permet d'affiner de manière très précise la segmentation de ces contacts. On sait où sont les gens, on sait à quel moment, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils font. Et donc, partant de là, les campagnes pour fidéliser, c'est le premier point, les contacts peuvent être précises, même si on respecte un cycle relationnel plutôt classique. Et ça, par exemple, par le biais d'une newsletter mensuelle, une newsletter qui sera différente en fonction des segments qu'on adresse. Quand on sait qu'une personne vient pour un séjour, ensuite, il est possible de l'accompagner bien plus efficacement dans le cadre de ce séjour. On envoie des informations avant le séjour, vu qu'on sait qu'elle va venir. On lui envoie des suggestions d'activités ou de conseils. Par exemple, la liste de tous les points d'accès Wi-Fi gratuits pendant son séjour. Et puis, après le séjour, on peut lui envoyer des remerciements, des « à bientôt ».
Et c'est un accompagnement qui peut même se faire en temps réel, alors que le système est assez performant et analyse les données récupérées en temps réel, les données de positionnement notamment. Si on sait qu'une personne visite un musée dans la matinée, on peut tout à fait lui envoyer un petit SMS en fin de matinée pour lui suggérer quelques restaurants aux environs pour son repas de midi. Alors, cette possibilité de rebondir en temps réel, elle permet également de diversifier les propositions qu'on va faire à ces visiteurs. Alors là, on peut véritablement parler de cross-selling, même si c'est un terme marketing qui n'est pas forcément très employé au sein d'un office de tourisme, du moins pour le moment encore. On connaît les goûts des visiteurs, on connaît leur historique de consommation. Avec un moteur de recommandation centré utilisateur, un petit peu comme ce que vous trouvez sur Amazon. Les gens qui ont acheté ce produit ont également acheté celui-ci ou celui-là. On peut proposer à nos visiteurs de nouveaux services qui devraient normalement leur plaire. Une balade en bateau-mouche, la visite d'un musée d'art moderne par exemple, un tour aux zoos s'il y a des enfants dans le groupe, etc. Et puis, une fois que les visiteurs ont été conduits ou ont effectué certaines attractions, certaines activités, on n'oublie pas de demander leurs avis. Ça vous a plu, ça vous a pas plu, on sonde directement après les activités ou a posteriori avec des formulaires un petit peu plus complets. Et ces avis, alors ils permettent évidemment d'améliorer la connaissance des visiteurs et de là donc le moteur de recommandation. On ne va pas reproposer une balade en Segway lors de la prochaine visite d'une personne si elle a passé son temps à tomber et elle a mis un 0 à son activité. Mais ça permet aussi de faire de la recommandation de produits indirects en proposant aux visiteurs de partager leur expérience et leur avis. Alors, par les réseaux sociaux le plus souvent, ça. Et donc là, on a un dernier levier pour enrichir la base de prospects par de l'acquisition. Ce partage permet d'acquérir de nouveaux prospects, de les enrôler à leur tour dans des cycles d'animation et puis d'essayer de les convertir en nouveaux touristes ensuite. Gaël, si tu peux changer juste pour la conclusion de ce cas-là. Donc, au bilan, pour faire une communication ultra ciblée, il faut une segmentation fine. Pour pouvoir faire cette segmentation fine, il faut beaucoup de données, les enrichir et ce de manière continue. Et puis, bien sûr, on peut aussi faire évoluer de manière continue la segmentation et ainsi adapter le message aux nouveaux comportements qu'on va détecter. Côté mutualisation des ressources et des données aussi, ça c'est un aspect qui démultiplie la force de frappe. Quand on va intégrer un nouveau partenaire dans le système, un musée, un stade, alors ça va lui être profitable à lui, bien sûr, par le biais des recommandations pour son service qui seront faites à travers la plateforme, mais ça sera également profitable aux autres parties prenantes par les contacts que va amener ce nouveau partenaire et puis la meilleure connaissance prospect qui va en découler. Alors tout ça, évidemment, ça se mesure pour remonter des indicateurs à destination des différents acteurs. Ça permet d'évaluer l'impact des politiques touristiques locales, mais aussi ça permet de remonter des indicateurs à destination des partenaires pour qu'eux-mêmes améliorent leur stratégie marketing. Alors tout ça, c'est réglementairement possible, mais sous certaines conditions. Et puis là, je vais rendre la main à Sylvain et Céline pour détailler un petit peu. Merci Yann. Céline va vous présenter un peu l'orchestration avec un des acteurs de ce cas. Attention Sylvain, je pense qu'on t'entend mal. Oui, vous m'entendez ? Il y a des petits soucis de micro. Tu veux parler? C'est bon, on m'entend ? La voix est un peu hachée. Là. Bon, alors, effectivement, quand on réalise toutes ces actions, on va se poser quand même la question quelque part, qu'est-ce qu'on fait, quid du RGPD? Est-ce que vous m'entendez là? En fait, on a un vrai souci de micro. Là. Il y a la voix qui est bizarre. Il faut vous reconnecter, dit Arnaud. On est déjà, je ne suis pas certain que ça améliore. Je te propose de nous interrompre si jamais tu penses que c'est vraiment inaudible, Gaël. Non, tu as coupé ton micro. Alors, je disais, la voix est vraiment affectée. Là. Enfin, on entend vraiment la voix robot, là, pour le coup. Vas-y, continue. Ce qu'on peut faire peut-être pour dérouler, nous, on reviendra sur ce point-là et on va reprendre le deuxième cas. Ça peut être intéressant que Yann puisse enchaîner là-dessus. Et puis, on reviendra sur ces éléments RGPD. Yann, je te propose de dérouler le cas 2 si tu veux. Ah, tu as coupé ton micro.
Pardon, oui, effectivement. Juste une reconnexion côté DPO, ça devrait effectivement solutionner le problème. Je vais décrire un deuxième cas. Alors, c'est un cas très classique de démarchage un petit peu agressif s'il n'est pas conduit de manière un peu éthique. Il s'agit de récupérer des numéros de téléphone de prospects sur des sites de petites annonces. Alors, en fonction du produit ou du service qu'on vend, on pourra cibler certains types de petites annonces. Les agents immobiliers, par exemple, sont largement habitués à cette pratique. Alors, cette pratique-là, on ne va pas seulement récupérer des numéros de téléphone ou des adresses email, on va également récupérer un contenu d'annonce. Ça nous permet de qualifier les prospects de manière plus ou moins précise. Et on ne va pas démarcher de la même manière où on ne cherchera pas à vendre le même service à une personne qui vend sa villa, par exemple, en banlieue parisienne pour 3 millions d'euros et une personne qui vend sa Twingo de 1993. Alors, l'avantage de cette technique-là, je ne vais pas détailler le graphique, je pense qu'il est suffisamment explicite, mais c'est qu'elle est facilement automatisable. Ce sont des logiciels qui vont aller récupérer les contacts. Ces contacts sont transmis à un outil d'automatisation marketing qui va envoyer des premières sollicitations, alors par SMS ou par email quand les emails sont disponibles. Et puis enfin, au bout, on a un commercial humain qui va récupérer les contacts, les leads qui ont montré de l'intérêt. Alors, vous avez sûrement été déjà contacté par téléphone ou par email par quelqu'un qui a mis en œuvre ce genre de technique. Par contre, vous vous doutez bien que ça pose quelques soucis au regard du RGPD. Et là, je laisserai bien Céline et Sylvain préciser ça si on les entend. Est-ce que vous m'entendez là? C'est pas mieux. Sylvain, si tu veux, je te propose de m'appeler et je te mets en haut-parleur. Ça sera peut-être plus… Okay, ça sera bien plus… Ça sera peut-être plus performant. Bon, les aléas du direct. Alors, je vais coupe ton micro par contre. Voilà, je pense qu'on… Est-ce que vous entendez Sylvain? On a besoin d'une confirmation. Alors, ça marche. Oui, c'est bon, ça marche. Comme quoi, les bonnes vieilles méthodes sont les meilleures. Hop. Donc, oui, on voulait revenir sur ce protocole de collecte et d'exploitation indirecte avec Céline qui va vous expliquer comment justement on sollicite les hôtels pour mieux analyser le voyageur d'affaires. Oui, alors, l'idée, c'est que quand vous avez un voyageur qui est un voyageur business, il va être identifié comme tel par un hôtel, on va collecter ces informations à l'arrivée dans l'hôtel. C'est-à-dire qu'il va remplir son petit formulaire d'admission à l'hôtel. Là, il va être informé des modalités de traitement de ces données et il va cocher des cases. Donc, si on peut voir, voilà. Donc là, la personne est informée de ce qui va être fait de ces données et il va cocher des cases pour donner son consentement. Ce que l'on va chercher à faire, là, c'est à obtenir son consentement pour que ces données puissent être transmises à des partenaires. Ce partenaire, c'est bien entendu l'Office du tourisme qui après pourra le recontacter et nous donner envie de revenir dans la ville dans laquelle ils étaient en voyage d'affaires. Donc pour ça, une fois que l'hôtel a obtenu ce consentement, il va être en mesure de transmettre ces informations à l'Office du tourisme qui va pouvoir les exploiter plus librement, qui va envoyer un message à la personne concernée et à cette personne concernée, l'Office du tourisme va devoir redonner un niveau d'information et va devoir bien expliquer d'où viennent les informations personnelles de cette personne. L'Office du tourisme va donc devoir expliquer que c'est l'hôtel dans lequel il a séjourné qui a transmis ces informations parce qu'il y a consenti. Et là, la personne, bien entendu, à tout moment, peut demander à exercer ses droits, notamment un droit d'opposition ou même un droit à l'effacement de la donnée s'il n'est pas d'accord avec cette situation. Auprès des deux, bien entendu, que ce soit auprès de l'hôtel, mais aussi auprès de l'Office du tourisme. Ce dispositif, en effet, doit être bien anticipé en amont pour pouvoir disposer d'une donnée de qualité. Comme l'a expliqué Yann, c'est vraiment la qualité de la donnée qui est primordiale dans ce cas de figure.
et bénéficier d'une collecte pour une finalité qui est autre en fait que celle du voyage d'affaires. Très bien. Donc on était passé sur le cadeau. Alors vous avez peut-être pas suivi à ce moment-là, Sylvain, sur le cas présenté par Yann avec la collecte des petites annonces. Est-ce que là-dessus vous aviez des compléments à rajouter sur ce cas? Oui. Alors, particulièrement sur ce cas-là, parce que effectivement, c'est pas parce que des données sont librement accessibles sur Internet que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec. On ne peut pas, en fait, la limite du RGPD, ça va être d'informer les personnes avant la collecte de données. Donc, si vous récupérez des informations, notamment sur le Bon Coin, où vous allez pouvoir très régulièrement retrouver un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse email, tout ça pour enrichir une base de données, vous ne pouvez pas le faire sans informer spécifiquement la personne que vous le faites. Alors, même, et dans certains cas, sans collecter son consentement au préalable, quand on se parle de particulier. Donc, attention, la donnée librement accessible ne vous donne pas tous les droits. Ce n'est pas parce qu'il y a un annuaire que vous pouvez tout récupérer et tout réexploiter. En faisant bien entendu la distinction entre B2B, B2C. Donc moi, j'ai une question très concrète. Les agents immobiliers qui prospectent régulièrement sur Le Bon Coin ou sur toutes les sources Se Loger, etc., aujourd'hui, ils sont tous en tort. Est-ce que vous avez identifié des bonnes pratiques malgré tout? Sur les agents immobiliers, non, c'est un peu compliqué. C'est d'ailleurs un des secteurs qui a une vraie problématique autour de la protection des données. Mais non, le fait d'aller récupérer des données de particuliers qui vendent leurs biens sur, vraiment typiquement sur Le Bon Coin, parce que c'est là que le particulier va mettre ses données. C'est un peu moins le cas sur Se Loger, parce qu'il me semble qu'on n'est que entre professionnels. Mais quand on va récupérer de la donnée de particulier pour enrichir une base de données, pour démarcher la personne, après, si on se retrouve… Enfin, moi, si je vends mon appartement, je n'ai pas envie d'être dans la base de données de Foncia, je sais pas moi, de tous les gros acteurs de l'immobilier parce qu'ils ont vu mon appartement et qu'ils se disent que je serais aussi un bon prospect par ailleurs. On parlait de condamnation, il y avait une question sur les condamnations. Sikia a en effet été mise en demeure et je crois a donné lieu à une condamnation. Il y a une vraie vigilance de la part de la CNIL sur la constitution de fichiers par les agents immobiliers qui font des relevés manuels sur les boîtes aux lettres. Je pense qu'on a tous reçu une petite enveloppe dans notre boîte aux lettres non timbrée avec notre nom, notre prénom qui nous invite à faire l'évaluation de notre bien immobilier. C'est une vraie problématique dont la CNIL a connaissance et qui probablement vont donner lieu à l'avenir à des sanctions. J'ai parlé de Sikia, était la première grande réseau de franchisés, de gens qui a été un peu tapé sur les doigts par la CNIL. Voilà, nous on accompagne d'autres réseaux aussi d'agences immobilières. Il y a des vraies problématiques. Il va falloir qu'ils travaillent différemment. Mais bien entendu, il faut se mettre à la place de la personne physique. Si moi je mets j'essaye de vendre mon bien par moi-même sur Le Bon Coin, je ne donne pas du tout l'autorisation à Orpi de pouvoir récupérer les informations de mon bien et les informations me concernant pour me démarcher. Donc ça pose un vrai problème et la nécessité peut-être de faire évoluer les pratiques commerciales des agents immobiliers. J'ai deux questions ou remarques sur ce sujet parce que du coup ça fait réagir. Donc j'ai une première remarque d'Alphonse qui nous dit il faut relever que Le Bon Coin indique parfois que le vendeur personnel s'oppose à tout acte de prospection. Tout à fait. Alors oui. Alors après, sur Le Bon Coin, effectivement, quand on dépose une annonce, on a une case. Il y a un certain nombre de cases à cocher. Donc pour moi, le fautif, ça va pas être Le Bon Coin. Ça va être vraiment l'agent immobilier qui lui va faire comme s'il était intéressé par mon bien immobilier que je vends moi de particulier à particulier et qui va aller récupérer à cette occasion mes données personnelles. Qui ne va pas utiliser pour me contacter pour acheter le bien immobilier, mais qui va utiliser pour que je devienne sa cliente et qu'il vende mon bien immobilier à ma place. Donc, c'est toute la problématique. Après, effectivement, vous pouvez accepter que Le Bon Coin va fonctionner avec Pierre. Alors, on vous perd aussi au téléphone. Je pense que vous avez une trame. Si on prend ce cas d'école, il va falloir en effet informer la personne physique, donc la personne concernée qui vend son bien immobilier, du partage et auprès de quel tiers, quel partenaire, quel est le dispositif qui est mis en œuvre, pour quelle finalité, dans quelle mesure, quelles sont les données qui vont être partagées, dans quelle mesure la personne physique peut retirer son consentement, dans quelle mesure
dû rappeler à ses droits dont il dispose, notamment pour le RGPD, et l'informer s'il y a un transfert de données en dehors de l'Union européenne. Donc, on comprend bien que le niveau d'information exigé pour disposer du consentement au sens de la réglementation applicable est difficile à concilier avec un protocole de collecte qui soit assez souple et assez direct. Donc, il y a véritablement, c'est là où les deux métiers se rejoignent, c'est-à-dire le métier du marketing qui veut beaucoup d'informations et qui veut faciliter le processus de consentement, et la réglementation qui impose des informations qui sont assez détaillées. Donc, il y a parfois quelques petites astuces. On peut passer sur par exemple, ne pas lister l'ensemble des partenaires sur une seule page, mais donner accès à l'information par ailleurs. Bref, on a un certain nombre d'astuces, mais mettre le curseur au bon niveau pour assurer une performance marketing et une performance de réutilisation de l'information tout en étant en conformité, c'est l'enjeu justement sur lequel on travaille en data shooting et DPO consulting. Du coup, j'ai une dernière question sur ce sujet qui rentre dans le vif, entre guillemets, c'est s'agissant de la question de la légalité du traitement. Étant donné qu'une simple collecte constitue déjà un traitement au sens du RGPD, comment un acteur peut-il justifier d'une collecte de données sur le bon coin, par exemple hors consentement? Y a-t-il un seul fondement qui puisse le justifier? Alors, eux, je pense qu'en fait, alors moi j'ai déjà fait une demande de droit de ce type-là, alors c'était sur les questions de boîte aux lettres. Eux, ils se basent sur l'intérêt légitime, mais alors attention, l'intérêt légitime, c'est une base légale utilisée non plus à tort et à travers quand on n'en a pas d'autres. C'est-à-dire que l'intérêt légitime, c'est cet intérêt légitime partie. On doit bien aussi prendre en considération le respect de la vie privée de chaque personne. Et il doit y avoir une balance des intérêts qui est faite entre tel responsable de traitement et de... On t'entend pas bien. Ouais. Mets-toi bien en face du micro. Oui. Ouais. Alors, ok, rien compris. Ok. Alors, en fait, il y a la question. Les agents immobiliers vont souvent vous dire que le traitement va relever de l'intérêt légitime. Donc, qu'en gros, c'est son intérêt de relever vos données sur votre boîte aux lettres ou sur les annonces du Bon Coin. Alors, moi, je comprends que ce soit de son intérêt, mais ce n'est pas nécessairement du mien. Donc, il y a une nécessité de réaliser, quand on veut se baser sur l'intérêt légitime, de réaliser ce qu'on appelle une balance des intérêts pour évaluer si il n'y a pas une violation aussi de la vie privée de la personne dont on va collecter les données lorsque l'on procède ainsi. C'est toute la difficulté d'utiliser cette base légale. Et c'est pour ça que dans ce type de situation, la recommandation première, c'est vraiment d'aller sur le consentement. Et à mon sens, c'est ce qui s'y prête le plus. Maintenant, il faut comprendre en fait que la matière n'est pas figée, qu'elle est vivante, qu'on a un cadre réglementaire qui est très vaste et qui est assez souple, et qui permet de nombreuses interprétations par les autorités de contrôle. Donc, voilà, la recommandation que j'ai, c'est de faire appel à des professionnels qui sont justement en capacité de suivre l'évolution de la réglementation, parce qu'il peut y avoir aussi des dispositifs qui soient propres à un secteur d'activité, qui soient capables aussi de suivre les recommandations des autorités de contrôle, et les autorités de contrôle qui aussi tentent à harmoniser leur interprétation du texte, et qui sont aussi en capacité justement d'être prudents sur ce type de dispositif. Ce qui est certain, c'est que voilà, les choses vont évoluer. Je pense que l'autorité de contrôle, la CNIL en France, commence à siffler la fin de la récré. Elle a tout à fait conscience du fait que certains dispositifs de collecte sont complètement en dehors des clous et qu'elle tente aussi, comme je l'ai expliqué au préalable, d'influencer les acteurs. Donc, elle travaille avec les filières interprofessionnelles pour faire évoluer les pratiques. La volonté, c'est vraiment dans un monde d'autocontrôle de responsabiliser les filiales et les métiers de façon à ce qu'ils adoptent des dispositifs qui soient de plus en plus en cohérence avec la réglementation. Donc, voilà, on n'a pas de réponse brute pour point, mais on peut juste émettre des recommandations et des doutes sur certaines pratiques. Merci. Je propose qu'on enchaîne, puisqu'il nous reste un quart d'heure, qu'on ait le temps éventuellement d'interagir si besoin, et puis de finaliser. Je pense qu'on avait prévu un slide sur ce qu'il faut. Tout à
Je vais te laisser le passer, Gaël. On va aller assez rapidement parce qu'on a revu tout ça. Céline, tu m'interromps si tu veux aller un peu plus en détail, mais pour qu'on ait ce temps d'échange, bon, tout ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait anticiper sur les usages, anticiper sur ce qu'on cherche à faire, anticiper sur le dispositif qui doit être mis en œuvre. Et dans le cas d'un dispositif qui est particulièrement intrusif ou qui fait peser des risques élevés sur la personne physique, pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse au préalable, qui s'appelle en anglais Privacy by Design. Identifier les acteurs, on l'a vu tout au début, qui est la personne concernée, qui est responsable du traitement, quels sont les sous-traitants, on a bien entendu simplifié le propos pour ne pas vous noyer sous l'information, mais il peut y avoir aussi des co-responsabilités, donc des co-responsables de traitement. Les grands principes, c'est toujours les mêmes, ils s'appliquent à tout type de traitement, donc on les a traités au début, mais il faut bien entendu, dès qu'on pense à un dispositif marketing, un dispositif de profilage, un dispositif de valorisation de la donnée client, il faut avoir toujours ces principes en tête. Et puis, bien entendu, s'assurer d'avoir des données exactes. Plus vous avez des données exactes, plus vous pouvez capitaliser dessus. Mais c'est aussi une exigence réglementaire qui fait écho au droit de rectification. Vous avez donc le droit de faire rectifier une donnée qui ne serait pas juste, notamment parce qu'on a rapidement traité les questions de profilage, donc ça peut avoir des impacts très très forts sur la vie des personnes. Vous refusez un crédit immobilier, vous refusez l'accès à une grande école, c'est pas un fantasme, c'est véritablement possible si les données sont pas correctes. Donc vous avez des droits, les personnes physiques ont des droits pour ça. Donc on voit bien que pour valoriser une donnée, il faut qu'elle soit exacte, il faut qu'elle soit collectée correctement. Pour la revendre, il faut qu'on puisse disposer d'une donnée qui soit conforme à la réglementation. Donc, tous les acteurs ont tout intérêt à aller vers cette conformité, même si on a bien vu que c'est assez compliqué, que c'est complexe et qu'il y a aussi une culture qui doit émerger de tout ça, la culture de la donnée. Là, on commence à la voir en France, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont à faire émerger. On ne peut plus collecter n'importe comment. Je te repasse la main, Gaël. Merci. Je te remercie, Sylvain. Du coup, moi, je propose qu'on conclue avec une vision assez globale de, voilà, aujourd'hui, on se retrouve confronté, et nous, on a beaucoup de nos clients qui se retrouvent face au tableau, entre guillemets, et se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des choses que je souhaite améliorer à l'aide des données, et en face, j'ai ces enjeux RGPD. Donc, comment démarrer tous ces sujets-là? Donc, déjà, nous, généralement, quand on accompagne les clients, on se pose des questions qui sont liées autour des usages. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que je veux fidéliser mes clients? Est-ce que je veux développer justement mon portefeuille? Est-ce que je veux augmenter le panier moyen? Est-ce que je veux réduire le churn? Ça, c'est les premières questions à adresser qui vont permettre ensuite d'aller chercher la suite. Mais quelque part, nous, on revient sur le marketing, ces fameux aspects marketing, commerciaux, liés à la performance de l'entreprise. Deuxième étape, c'est OK, je me suis posé ces questions, j'ai commencé à poser mes usages, j'ai commencé à réfléchir à ma stratégie marketing, mais quels sont mes indicateurs de performance? Comment je vais pouvoir évaluer le gap entre un état 1 et un état 2? Donc ça, ces fameux indicateurs de performance sont également un élément important. Troisième étape, OK, j'ai défini ce que je voulais faire, comment je voulais le faire et quels indicateurs allaient me permettre de démontrer le gain ou le ROI. Maintenant, avec quelles données il faut que j'aille chercher? Et aujourd'hui, on a vu les limites sur les données et il va falloir réfléchir aussi à quelles données je peux exploiter pour répondre à ces enjeux et ces objectifs. Comment je peux qualifier mon profil, les profils des consommateurs ou des cibles que je souhaite toucher? Comment enrichir ce profil avec l'ensemble des données qu'on a pu voir au démarrage? Et puis, est-ce que les comportements de ces consommateurs ou des personnes qu'on souhaite adresser sont modélisables? Est-ce que j'ai suffisamment de données? Est-ce qu'elles sont suffisamment riches? Est-ce qu'elles sont suffisamment qualitatives? Ça, c'est également les sujets, les enjeux qu'il va falloir adresser. Et puis, le quatrième axe qui est clairement celui dont on vient de parler, qui est de dire, OK, aujourd'hui, j'ai envie de faire tout ça, mais maintenant, il faut que j'inclue cette logique de consentement et donc de transparence. Donc, comment je fais pour adresser l'ensemble de ces objectifs, parce que moi, je ne vais pas m'arrêter de bosser. Et nous, chez Datasulting, on ne veut pas s'arrêter de travailler sur ces sujets data. Comment prendre en considération ces parcours clients qui vont devoir intégrer cette logique de consentement? Donc, si je devais donner une conclusion de notre côté, ou du moins un élément qui va être indispensable, c'est quelle est la valeur des données qu'on va collecter? Est-ce qu'elle est réelle déjà, d'une part? Est-ce qu'elle est démontrable? Et est-ce qu'elle va servir la cause? Et est-ce qu'elle est en respect du RGPD? Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont être structurants dans toute démarche de traitement des données. Et puis, de l'autre côté, puisqu'on se posait la question en début de conférence s'il y avait, c'était opportunité ou casse-tête. Alors,
Moi, je dirais côté data shooting, oui, quelquefois c'est casse-tête parce que forcément, ça nous rajoute des difficultés. Pour autant, on le voit, ça génère de nouvelles opportunités puisque ça permet aussi à nos clients de se différencier de ceux qui font les choses mal. Et donc d'être beaucoup plus transparent et dans une logique éthique vis-à-vis de leurs consommateurs. Et ça peut permettre aussi à des nouveaux acteurs de se différencier d'acteurs un peu historiques. Et on pense notamment à l'immobilier, puisqu'on y revient à se dire, au final, si on est plus dans le respect et la transparence de ces données-là, moi, je reste un consommateur intéressé par un bien immobilier. Bon, OK, why not? Mais par contre, ne le fais pas à l'insu de mon plein gré, comme aurait dit une certaine personne. Donc voilà, ça c'est un petit peu notre conclusion. Donc opportunité, oui, tout en sachant que ça ne nous facilite pas forcément la tâche. Est-ce que… Merci Gaël. Non, mais oui. Juste un petit mot, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler main dans la main. Le Exactement. DPO, nous, on s'appelle DPO Consulting, donc le DPO, lui, il doit être au plus proche des métiers, il doit être au plus proche des dispositifs, il doit se faire entendre pour éviter de faire des erreurs et de casser des modèles économiques qui pourraient porter leurs fruits s'ils avaient été en respect de la réglementation. Donc moi, ce que je retiens en effet de nos échanges, c'est qu'il y a une véritable nécessité d'être mature sur cette matière, c'est-à-dire d'anticiper et de travailler main dans la main avec la casquette réglementaire et la casquette plutôt exploitation, valorisation, ce qui donne un souffle fort à notre collaboration. Complètement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets qui n'auraient pas été abordés, que vous auriez aimé aborder, vous pouvez les pousser dans le fil d'échange. Dans tous les cas, nous, on restera aussi disponible. Donc, je vous repartagerai les coordonnées. De toute façon, on va vous partager la présentation et je mettrai à jour les différentes coordonnées des différentes personnes pour que vous puissiez disposer des données à jour. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, je vous propose de passer. Alors, nous, on a quelques éléments. Alors, des éléments pour vous aider aussi à matérialiser un petit peu les choses. Nous, on a construit ce qu'on appelle un pré-diagnostic pour ceux qui ont des projets ou des sujets data et qui souhaitent un petit peu faire un état des lieux. On a matérialisé un petit questionnaire. Alors, c'est facile à remplir et c'est assez pratique, qui va balayer à la fois des sujets de vos outils digitaux, où est-ce que vous collectez de la donnée, comment vous la collectez, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos enjeux. Et puis, en intégrant ces volets RGPD, où vous en êtes au niveau RGPD. Et puis, si derrière, vous avez envie d'aller plus loin, on vous propose d'échanger au téléphone, tout simplement. C'est souvent le meilleur moyen de lever des sujets et puis de débloquer des situations. Donc, vous avez le lien directement sur cette page. Et on a un deuxième outil. Alors, ce premier outil, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de vos réponses, on peut aussi impliquer DPO Consulting sur ces sujets. Si on voit que le volet RGPD est un sujet important pour vous, à ce moment-là, on l'inclut dans la démarche. Deuxième sujet, on a… Donc là, si j'arrive à changer d'écran, ça intéressera plus ceux qui ont réellement la volonté de projeter leur entreprise dans une vision, comme on dit, data-driven, puisque là, on a lancé un diagnostic qui s'appelle le diagnostic data, qui est plutôt adressé aux PME, puisqu'on l'a fait en partenariat avec la BPI, qui finance 50% de ce diagnostic, donc ce qui vous permet d'avoir un accompagnement intéressant avec une vraie prise en charge derrière et surtout d'être identifié par la BPI comme une société qui veut innover à l'aide des données. Et nous, on vous accompagne sur toutes les phases, depuis l'état des lieux jusqu'à la projection de l'ambition de l'entreprise, les cas d'usage que vous souhaitez adresser, lesquels vont devoir être priorisés, budgétés pour contribuer à la génération de valeur dans votre entreprise. Donc voilà, c'est aussi un élément qu'on voulait vous partager. Sachez que vous pouvez retrouver un petit test d'éligibilité pour voir si vous avez le droit à ce financement BPI sur notre page datasulting.com/diagnostic-data en bas de page. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, on ne récupère pas vos coordonnées, ça peut être aussi une question. On ne demande pas d'email pour pouvoir accéder à ce test, donc vous pouvez le faire sans aucun souci. Voilà, avant de terminer ensemble, je vous proposerai de donner votre avis. Alors habituellement, quand on le fait en réel, et Fabien le sait, côté Ouest, on aime bien faire ce qu'on appelle un rôti, c'est-à-dire donner votre note en levant la main. Là, on ne pourra pas faire un lever de main. Par contre, on a un dernier petit sondage. Si j'arrive à le faire fonctionner, mais normalement, ça devrait être possible, permettant d'évaluer votre perception de ce webinaire. Et nous, ça nous permettra aussi de voir si ça a plu et puis si il y a des choses à améliorer. Dans tous les cas, il y aura toujours des choses à améliorer, notamment la technique, mais on s'en sort toujours. Donc, je vais ouvrir le vote. Je vous laisse nous faire vos retours. Je vous laisse 30 petites secondes pour avoir votre feedback. Bon, pour l'instant, tout le monde est gentil.
Donc, je sais que pour l'instant, personne ne voit et Sylvain ne sait pas, donc il ne peut pas savoir si on est plutôt bien perçu ou pas. Allez, je vais mettre fin au vote, même si je n'ai pas forcément tous les répondants. Voilà. Bon, bah, écoutez, dans tous les cas, nous, on a beaucoup apprécié de faire ce webinaire. On voit que vous semblez avoir apprécié également le contenu qui a été partagé, peut-être le modèle. N'hésitez pas à nous faire des retours en direct. Je vais vous redonner les coordonnées. Je ne sais pas si c'est les bonnes, mais a priori, ce sont les bonnes. Hop, si mon écran veut bien rester affiché. C'est le couac de dernière seconde. Non, mais c'est vrai que c'est plus facile en vis-à-vis. Hein. C'est justement tout l'exercice et tout l'enjeu d'un webinaire. D'interaction à distance. Hop, je vais revenir sur la dernière slide. Bien entendu, pour rebondir sur ce que disait Gaël, on se situe à votre disposition. Si vous voulez échanger, le meilleur moyen, je pense, pour la valorisation de la donnée, comme pour le RGPD, c'est de nous appeler, de prendre contact. Ouais, on va y arriver. De toute façon, vous retrouvez toutes nos coordonnées sur dpoconsulting.fr ou .com. Datasulting, ça doit être à peu près le même format. Donc, tout à fait. N'hésitez pas à déclencher des conversations, à échanger sur vos dispositifs. Complètement. Voilà. En tout cas, on vous remercie. Merci pour votre temps, votre participation. On doit être dans les clous au niveau du temps. Il est 12h26. Donc, on vous souhaite un bon appétit. Et puis, on vous tiendra informé parce qu'on va lancer des nouveaux webinars, pas que sur le RGPD, puisqu'on s'intéresse aussi à plein d'autres choses autour de la donnée. Donc, on vous partagera ça très prochainement. N'hésitez pas à venir sur le fil LinkedIn de Datasulting pour avoir toutes ces informations. Et puis, je partage la même chose, j'imagine, chez DPO Consulting, qui partage régulièrement Miguel, merci. On a beaucoup d'informations sur notre site internet. Vous nous retrouvez aussi sur LinkedIn, bien entendu. On fait aussi des webinaires, mais qui ont des focus un peu plus sur certaines thématiques de la réglementation. Là, on est resté vraiment sur les fondamentaux et une approche plus générique de valorisation des données. Mais voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition par mail ou par téléphone. Et merci grandement à Gaël et Yann qui ont participé, qui ont initié en effet cette démarche et avec lesquels on a apprécié collaborer pour ce webinaire. Merci beaucoup et merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.